Bonjour à tous et bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission de politique sur Internet. Ce matin, nous recevons Chantal Joanneau, sénatrice UDI de Paris, qui mène la campagne des régionales en Ile-de-France aux côtés de Valérie Pécresse. Bonjour Madame Joanneau. Bonjour. À mes côtés pour présenter l'émission, Michel Urvoas, éditorialiste politique de Ouest France. Bonjour. Bonjour. Et Anne-Laetitia Béraud, journaliste politique de 20 minutes. Bonjour. Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez une trentaine de minutes pour commenter, réagir et poser vos questions à Madame Joanneau. Je les lui retransmettrai en direct avec plaisir. Madame Joanneau, Valérie Pécresse tenait ce dimanche un grand meeting avec tous les ténors des Républicains et du Centre. Pour Nathalie Kosciusko-Morizet, c'était plutôt une réunion avant la primaire. Vous regrettez un peu les petites querelles entre candidats à la primaire ? Oui, là on est vraiment dans le temps des élections régionales. Je veux dire que c'est ce qui va marquer cette fin d'année, avec la COP21 évidemment, mais c'est ce qui va marquer cette fin d'année, tandis que les primaires, c'est l'année suivante. Il peut se passer tellement de choses. On a beaucoup parlé des petites querelles Oui, avec Nicolas Sarkozy et son coup pour invitation, on en parle beaucoup, alors que j'aimerais qu'on parle plus des propositions qui ont été faites dans le domaine des lycées, pour les transports. Voilà, j'aimerais qu'on parle beaucoup plus effectivement du fond. Maintenant, l'objectif de Valérie Pécresse, il était clair, c'était de rassembler autour d'elle toutes les différentes tendances de la droite et du centre. Est-ce qu'elle a réussi? Est-ce qu'elle a vraiment bien réussi? Alors le fond, on va y venir dans quelques minutes. Avant de parler du fond, il y a un sondage de l'IFOP qui est sorti ce week-end qui donne votre liste donc à 32%, la liste socialiste à 24%. Le FN à 18 et Nicolas Dupont-Aignan à 7. Et Nicolas Dupont-Aignan, on le voit grignoter des points régulièrement. S'il accédait au second tour, c'est-à-dire s'il atteignait les 10%, si la droite de la droite devenait du coup une force plus importante que prévu, que feriez-vous? Est-ce qu'il faudrait s'allier? Est-ce qu'il faudrait... Il est dans une tendance très, on va dire, poujadiste. Nous, c'est vraiment pas notre allié naturel à l'UDI. Hein. Soyons très clairs, on n'a pas grand-chose en commun. Maintenant, ça, c'est une décision qui appartiendra à Valérie. Je comprendrai. C'est pas le Front National. Voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques que le Front National, même s'il est très poujadiste. Donc, moi, j'aurais jamais fait alliance avec lui. Jamais. Maintenant, la décision relèvera de Valérie Pécresse. Mais par contre, le Front National, ça je peux vous dire, c'est niet. Et pour Valérie Pécresse aussi? Ah, c'est niet aussi pour Valérie, oui. Nicolas Sarkozy a été assez clair dans le cadre du débat de ce week-end, enfin du meeting, pardon, de ce week-end, c'était pas un débat de primaire. Il a été assez clair sur ce sujet et nous, à l'UDI, on est pour le Front républicain et on ne change pas d'avis. Contrairement à Claude Barthelone qui dit que c'était une erreur d'en parler, ce qui m'étonne beaucoup. Et vous, à l'UDI, vous vous sentez bien dans cette alliance avec les Républicains, alors qu'aux dernières élections, vous étiez parti seul aux européennes, par exemple? Oui, alors, nous, à l'UDI, j'aurais souhaité qu'on puisse avoir une liste indépendante. Ça, voilà, j'ai essayé de la porter pendant 5 mois. On a fait un beau travail de fond. Simplement, c'est vrai que Claude Barthelone, ça change la donne. Parce qu'en réalité, c'est un candidat qui est plus national que régional. C'est plus le candidat de François Hollande que le candidat de la région. Il n'a pas eu récemment d'investissement particulier dans la région, il n'a pas pris position sur le sujet. Et par conséquent, on est sur une... C'est dommage d'ailleurs, parce que je trouve que cette campagne, elle va être un petit peu dévoyée par le caractère de Claude Barthelone. Donc ça a beaucoup changé la donne. Maintenant, c'est Valérie Pécresse. Je l'ai toujours dit depuis le début de ma campagne. J'ai de l'amitié pour Valérie, je la respecte, c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui connaît par cœur la région, qui s'est beaucoup investi, qui est droite. Et puis surtout, c'est une fonceuse, quoi. Quand elle dit quelque chose, elle le fait, elle va jusqu'au bout. On l'a vu sur la réforme des universités, parce que tout le monde s'en félicite maintenant. Mais à l'époque, ils n'avaient pas toujours été aussi sympathiques. D'ailleurs, vous étiez donc à droite, à l'UMP jusqu'en 2012. Aujourd'hui, vous vous sentez bien chez les centristes ou c'est un retour à la maison avec cette alliance avec Valérie Pécresse? Non, je reste très clairement à l'UDI. Que je définis plus comme... Enfin, moi, je me définis plus comme progressiste que comme centriste. Parce que dans centriste, parfois, il y a une vision un petit peu négative chez certains. Je suis allée à l'UDI à sa création, quand Jean-Louis Borloo l'a créé, parce que j'y ai retrouvé très exactement les valeurs que j'avais toujours défendues et pour lesquelles, d'ailleurs, on m'avait demandé de rejoindre le gouvernement, l'écologie, qui est vraiment mon ADN, sous tous ses angles, d'ailleurs. Hein. Donc, l'écologie, l'Europe,
la décentralisation, le libéralisme économique. Ça, c'est l'ADN de l'UDI. Il y a des personnes qui peuvent partager ces valeurs chez les Républicains, mais ce n'est pas la tendance dominante. Donc chez nous, à l'UDI, il y a une vraie cohérence de pensée. Donc non, je ne changerai absolument pas d'avis. En plus, il y a plein de sujets que j'ai envie de creuser, et je sais qu'on n'a pas cet espace d'expérimentation et de liberté chez les Républicains. Alors justement, peut-être une petite devinette. Rien de tel, oui. Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Qui a dit ça? Alors, vous vous en souvenez? Oui, Valérie l'a dit, mais je crois que Ségolène Royal l'avait dit avant elle, et tout le monde avait trouvé ça très drôle quand c'était Ségolène. Mais comme c'est Valérie et que nous sommes en campagne, tout le monde trouve que c'est Malgré dommage. tout, Valérie Pécresse, elle a quand même une image un petit peu conservatrice sur la famille, en tout cas. Vous défendez beaucoup le droit des femmes. Comment vous faites? Vous prenez sur vous? Comment vous gérez ça? Oui, je suis très favorable effectivement à ce qu'on appelle le libéralisme sociétal, c'est-à-dire à ce que l'État s'immisce le moins possible dans vos choix de vie privée. Et puis, alors, l'égalité des femmes, ça c'est un combat de tous les jours. Comment est-ce que je vis ça? Il y a des sujets qui ne sont pas aujourd'hui dans les compétences de la région. Quand on me dit, alors comment est-ce que vous vivez, vous comprenez, Valérie Pécresse, elle n'a pas soutenu le mariage pour tous. Oui, mais de toute façon, quand on sera en responsabilité à la région, ce sujet-là, il ne sera pas sur la table, puisqu'on n'aura aucune compétence dans ce domaine-là. Donc oui, on vit avec nos différences. Mais je fais souvent ce parallèle, pardon, c'est peut-être pas parfait comme parallèle, mais quand on est dans un couple, il y a toujours des points qui nous différencient, mais il y a plus de points qui nous unissent. Alors venons-en justement aux compétences de la région. Deux exemples, les transports. Oui. Et en matière de transport, Claude Barthelone a proposé un plan de sécurité pour les femmes dans les transports. Comment vous accueillez cette idée? Et qu'est-ce que vous proposez, vous, en face? Claude Barthelone, il a repris dans le plan de sécurité ce qui avait été proposé par le Haut Conseil à l'égalité. Vous vous souvenez, quand le Haut Conseil a fait cette enquête, effectivement, sur la sécurité des femmes dans les transports, il a mis plusieurs propositions sur la table que le gouvernement a repris. Donc ce sont les mêmes propositions que le gouvernement. Il n'y a rien de nouveau dans ce que Claude Barthelone a proposé sur ce sujet. Ce que Valérie Pécresse, elle a proposé, c'est par exemple des systèmes de vidéo dans les rames. Parce que là, effectivement, avec un système de vidéo, vous imaginez, vous vous faites agresser par quelqu'un, vous allez regarder votre ticket de métro pour appeler un numéro? C'est pas trop le moment. Ça ne va pas être évident à faire. Voilà, ça ne va pas être évident à faire. Donc aujourd'hui, nous, Donc, on des propose caméras vraiment dans le les rames de système de métro. caméras. On propose effectivement qu'il y ait une police de transport totalement unifiée qui soit partagée avec la police d'État. Sur ce sujet des femmes, vous inquiétez pas, là, j'y suis toujours à 100%. Et il y a une autre question qui concerne directement la région, c'est la pollution, Oui. la circulation. Oui. Anne Hidalgo a rendu un bout de Paris le week-end dernier aux Parisiens, aux piétons. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative et comment on peut réduire les pics de pollution en Île-de-France? Je trouve que ce genre d'initiative, un dimanche, c'est très bien, voilà, parce qu'effectivement, on redécouvre Paris sous un autre aspect. Simplement, dans la semaine, ça ne fonctionnera pas pour une raison simple, c'est qu'on a conçu Paris. On a conçu l'Île-de-France, d'ailleurs indépendamment de Paris, avec des emplois à l'Est et des logements à l'Est. Et les personnes sont obligées, ce n'est pas un choix, ce n'est pas un plaisir pour eux de passer tous les jours plus d'1h20 dans les transports quand même. C'est du temps familial gâché, c'est du temps personnel gâché, ce n'est pas un choix. Donc, Madame Hidalgo, aujourd'hui, elle prend des mesures dont ce que je partage pour certaines. Soyons très clairs, des zones où on n'aura plus accès avec des véhicules polluants, je dis oui, banco, c'est une très bonne mesure. Aller vers la fin des diesels les plus polluants, banco, c'est une très bonne mesure. Simplement, ce que je reproche pas grand-chose à Madame Hidalgo, mais beaucoup aujourd'hui au président de la région Jean-Paul Huchon, parce que ça doit se faire à l'échelle de la région. La pollution, les particules ne s'arrêtent pas au périphérique. Et les premières personnes qui sont les plus touchées, ce sont toutes ces personnes qui justement sont plus défavorisées et qui vivent aux frontières du périphérique. Donc aujourd'hui, c'est à l'échelle de la région qu'il faut penser à un système de transport où, par exemple, en très grande banlieue, on développe les transports en très grande banlieue parce qu'on a beaucoup concentré sur la petite couronne et l'essentiel des véhicules, ils viennent des personnes qui viennent de grandes couronnes et qui n'ont pas d'autre choix. Pourquoi est-ce que, par exemple, quand vous êtes à un terminus de gare ou quand vous êtes dans des gares en grande couronne, pourquoi est-ce que les parkings sont payants et pas gratuits? Ce qui favoriserait pour ces personnes l'accès au transport en commun. Vous imaginez quand vous habitez au fin fond de Seine-et-Marne, c'est parce que vous n'avez pas toujours les moyens d'habiter ailleurs et que par conséquent, pour vous, le coût d'un parking, c'est énorme. Est-ce que la région peut faire le Grand Paris, la grande desserte, la grande infrastructure de transport et améliorer l'existant?
Financièrement, c'est possible? Financièrement, c'est possible et les deux sont indispensables, mais vraiment indispensables. L'augmentation de la demande de transport d'ici 2030 dans la région Île-de-France, c'est plus 60%. Plus 60%. Là, sur les dernières années depuis 2000, c'était grosso modo plus 25%. On a augmenté les transports de 7%. Donc on a explosé effectivement les embouteillages. On n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Ou alors, on va mettre la vie des Franciliens dans une situation pas possible. Donc oui, il faut le faire. Il faut faire et le Grand Paris et l'amélioration des transports existants. Valérie s'est très clairement engagée pour remplacer 700 rames. Pour avoir 700 rames sans augmenter les impôts, ça je peux vous garantir qu'à droite c'est effectivement quelque chose qui est au cœur de notre projet politique. Mais c'est quand je vois aujourd'hui tout ce qu'on a fait, regardez, on a privilégié le tramway. Le tramway sur la ceinture de Paris, il est très beau. C'est un très bel aménagement, je suis d'accord. Mais en priorité d'investissement. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord penser à faire des tramways ou des liaisons interbanlieues? Est-ce que ce n'était pas ça la première priorité en termes de choix d'investissement? Et ceux comme notre internaute Vera qui veut continuer à prendre sa voiture parce qu'elle habite dans les Yvelines et qui veut continuer à prendre sa voiture à Paris, qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que demain ce sera difficile pour elle? Si elle veut continuer à prendre sa voiture, c'est qu'aujourd'hui elle n'a pas d'autre choix. Probablement. Je pense qu'elle fait. C'est pas un plaisir d'aller se retrouver dans des embouteillages aujourd'hui, ce qui est quand même le lot quotidien de beaucoup de Franciliennes et beaucoup de Franciliens. Si vous lui offrez des transports qui soient modernes, c'est pour ça qu'on veut remplacer nos 700 rames, qui soient facilement accessibles et avec des parkings gratuits. Par exemple, dans les Yvelines, le principe serait quand même que les parkings dans les stations soient gratuits. Les gens prendront plus facilement les transports en commun. Ce sera beaucoup plus agréable. Après, si vous n'avez vraiment pas le choix, supposons que vous soyez commercial VRP, que vous devez transporter des modèles ou des choses, l'avenir, c'est aux véhicules hybrides et électriques. D'ailleurs, à propos de ces véhicules sur le diesel, d'autres internautes nous demandent, est-ce que vous êtes pour une interdiction du diesel d'ici 2025, comme le propose Emmanuel Cos, ou est-ce que vous seriez pour d'autres mesures contre le diesel? Là, je suis alors sur cette affaire du diesel et tout particulièrement après le scandale qui touche maintenant Volkswagen, Skoda, BMW, enfin qui touche maintenant beaucoup de marques. Ouais, je suis estomaquée par la petite réaction du gouvernement français. On dit on va faire sans contrôle aléatoire. Et je commence par là. On va faire sans contrôle aléatoire. Le premier truc, c'était de faire comme les États-Unis, comme les Belges ou comme les Suisses. On interdit, même provisoirement, on interdit la vente des véhicules qui sont en cause en France. Première mesure. Deuxième mesure, on met en place, parce que nous, ça fait longtemps qu'on dénonce le problème de l'indépendance des systèmes d'homologation et de contrôle. Ça fait longtemps. Il n'y a pas d'indépendance aujourd'hui. Vous êtes constructeur, vous choisissez celui qui va vous homologuer et vous le payez. Ce qui fait que c'est un système très consanguin. Donc ça, c'est la deuxième chose effectivement à faire. Ça remet en question aussi... Justement, ça veut dire que vous êtes pour une réforme au niveau européen de ces tests? Réforme européenne, au niveau européen, bien évidemment. Mais, je ne vais pas déborder, mais j'avais fait un rapport sur le système des prothèses et des dispositifs médicaux, c'était exactement le même problème. Donc oui, évidemment, et que la France prenne vraiment le leadership sur ces sujets. On a fait un rapport, en plus il y a un rapport du Sénat sur les problèmes de pollution de l'air qui a déjà abordé ces questions. Enfin, on ne découvre pas le sujet. Vous demandez aujourd'hui la suspension des marques du groupe Volkswagen en France. En tout cas, les moteurs en cause, les fameux turbo-diesel, puisque c'est certains moteurs, ce n'est pas tous les moteurs a priori. Moi, ça me pose un troisième problème. C'est que les constructeurs automobiles français nous ont dit non, mais le diesel, les vieux diesels, ok, on est d'accord, ils polluent, il faut les supprimer, il faut les remplacer. Mais par contre, les nouveaux moteurs, on a des techniques qui font qu'on respecte très largement les normes européennes sur les particules et les oxydes d'azote. Avec ce qui vient de se passer, on doute. C'est-à-dire que maintenant, je me dis, est-ce que vraiment ils sont capables de respecter ces normes de pollution ? Est-ce que vraiment on peut le faire? On a tous un doute, donc ça remet aussi en question cette orientation. Quand on aura répondu à ces trois questions, on pourra répondre à la question, on interdit définitivement le diesel. Les vieux diesels, oui, il faut très rapidement, dans les zones les plus polluées, et tout particulièrement en Île-de-France, s'engager dans un système de suppression des vieux diesels et de remplacement. Avec des avantages fiscaux. Vous savez combien ça coûte à l'État, les avantages fiscaux pour le diesel aujourd'hui? 7 milliards. Parce que non seulement vous avez une fiscalité sur la vente du diesel qui est inférieure, mais quand vous êtes une entreprise,
vous avez des tas d'avantages, d'abord sur la TVA, sur les véhicules. C'est-à-dire pour une entreprise, il faut acheter un diesel parce que c'est beaucoup plus rentable que d'acheter de l'essence. Et alors on m'a dit, je n'ai pas encore vérifié ce chiffre, donc il faut le prendre avec beaucoup de prudence, que l'achat de véhicules neufs diesel, c'était à 50% des entreprises. Donc quand on aura ces 7 milliards, je sais qu'on a un problème de déficit budgétaire, enfin, on a d'abord un problème de santé publique, on peut les reconvertir. 7 milliards, c'est énorme. On peut les reconvertir dans des dispositifs d'aide au remplacement de véhicules, au développement du véhicule hybride et ensuite, à terme, électrique. On a les moyens. 7 milliards, c'est quand même pas rien. Vous dites qu'on a les moyens. Est-ce que vous êtes plutôt positive par rapport à l'action du gouvernement sur la loi de transition énergétique, sur la préparation de la COP21 ? Je suis extrêmement critique par rapport au gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont une communication merveilleuse. Je n'ai rien à dire sur les discours de François Hollande en termes sur la COP21. Il a raison, on doit être unis, on doit pousser. Il faut vraiment essayer d'aider à la réussite de cette conférence. En termes d'action nationale, on a 2 problèmes. Alors pour la COP21, il y a un sondage qui est paru ce matin qui montre que les jeunes, de 15 à 30%, je crois que c'est 67% pour qui ça ne dit rien, la COP21, ou en tout cas pas grand-chose. Moi-même qui suis parlementaire, je n'ai pas connaissance, je n'ai pas accès aux textes qui sont négociés. On ne sait pas aujourd'hui où en est la négociation, où en est le détail. Alors on nous dit, oui, bon, alors on en est à peu près là, il y a à peu près tant de contributions. Ça reste une espèce de vase clos entre diplomates bien pensants qui se connaissent d'ailleurs depuis des années, et il n'y a pas d'accès ni à la société, ni aux parlementaires, au contenu de la négociation. Ça, c'est le premier problème. Et le gouvernement aurait pu jouer la transparence sur ce sujet. Vous n'avez accès à rien, ou à pas grand-chose. Alors, il faut le demander, puis on vous donne des bribes. Mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur cette fameuse loi de transition énergétique. Je l'ai votée parce qu'elle a des tas de mesures d'adaptation absolument nécessaires pour faciliter le développement des énergies renouvelables. Mais ce n'est pas une loi de transition. On a adapté une législation existante. Si on voulait faire une loi de transition, il fallait fondamentalement réformer 2 choses. La fiscalité. La fiscalité. Si votre système économique vous dit que c'est toujours mieux de polluer que de ne pas polluer, vous allez continuer à polluer. Si vous mettez plus d'avantages fiscaux sur le diesel que sur les véhicules non polluants, eh ben, le diesel va continuer à représenter effectivement les 3/4, je crois, à peu près des ventes. Ça, cette position n'est pas défendue par vos amis les Républicains, du Parti des Républicains. Non, mais c'est pour ça que je suis à l'UDI d'ailleurs. Non, mais ça c'est sûr. Mais ça, c'est une position très simple, très claire. Un système fiscal détermine votre modèle économique. Il est l'expression des valeurs que vous portez. Donc, la taxe carbone, il a fallu se battre pour dire, écoutez, à terme, elle atteindra tel niveau. Comme ça, les industriels peuvent s'adapter et préparer leurs investissements. Mais on est avant-dernier en termes de fiscalité écologique en France. Alors, je veux bien que tout le monde nous dise que l'environnement, c'est absolument affreux, que ça nous empêche de nous développer, que ça empêche toute croissance. Mais quand je regarde la Suède, qui a un taux de croissance qui nous fait rêver et qui, justement, a une vraie fiscalité écologique, et la France, je parie plutôt sur le modèle suédois que sur le modèle actuel en français. L'un des enjeux de la COP21, ça va être aussi les réfugiés climatiques, puisqu'ils sont 3 fois plus nombreux au final que les réfugiés de guerre. Est-ce que vous êtes pour la création d'un statut de réfugié climatique ? Oui, on a beaucoup travaillé sur ce sujet avec un des grands spécialistes de la question, qui est François Gémen. Alors, faut les appeler les déplacés environnementaux, en fait, parce que vous aurez une partie de réfugiés, donc de personnes qui seront obligées de quitter leur territoire, ne serait-ce que parce que leurs territoires auront disparu, mais vous aurez essentiellement des personnes qui vont devoir se déplacer d'une zone à une autre parce que leur territoire va devenir invivable, soit à cause de la montée des eaux, soit à cause des sécheresses, soit à cause du stress hydrique. Donc il faut absolument qu'il y ait un statut spécifique pour les déplacés environnementaux parce que les estimations sont énormes. C'est-à-dire que les estimations à l'horizon 2050, c'est entre 150 millions et 1 milliard de personnes qui vont être obligées de quitter leur terre, de quitter leur territoire à cause des problèmes de changement climatique. À partir de migrants, déplacés, réfugiés, vous avez co-signé une tribune dans le Huffington Post à propos donc, de l'accueil des réfugiés. Valérie Pécresse n'est pas du tout sur la même ligne. Est-ce que elle s'oppose à l'accès prioritaire des réfugiés dans les logements sociaux ? Oui, on a voté différemment, d'ailleurs au Conseil régional sur ces sujets, et on assume parfaitement effectivement nos orientations et nos différences sur ce sujet. Premier point, dans le débat politique aujourd'hui, je suis vraiment très choquée que l'on continue à confondre
réfugiés et migrants. Ce sont vraiment Vous visez deux... Nicolas Sarkozy quand vous Mais dites ça. il y a- Pas que lui, mais... Non, il y a beaucoup, et de responsables politiques, et parfois de journalistes qui, de manière un peu rapide, confondent les deux sujets. Il faut vraiment séparer les deux. Ce sont deux législations différentes, et ce sont deux cas de figure extrêmement différents. Les réfugiés, c'est vraiment des personnes qui fuient leur pays, qui n'ont pas le choix, qui préféraient sans doute d'ailleurs rester chez eux et vivre sur leur terre. Ces personnes-là, aujourd'hui, dire qu'on va les compter, qu'on va regarder quelles sont leurs religions. Enfin, est-ce qu'on aurait dit ça aux personnes de religion, aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'on aurait dit ça aux Arméniens victimes de génocide? C'est choquant. C'est vraiment choquant. C'est contraire à beaucoup de valeurs. Donc moi, je distingue complètement les deux sujets, réfugiés et migrants. Et oui, les réfugiés, on doit les accueillir. Est-ce que vous êtes choqué quand vous entendez, parlons de valeurs, là toujours, Nadine Morano parler de la France comme du pays de la race blanche? Sur les internautes, d'ailleurs. Oui, là, il y a On encore énormément de... François Spli là, qui nous pose cette question-là à l'instant. Ah, mais j'ai déjà eu la question. Au début, j'étais extrêmement surprise. Je me suis dit, non, c'est pas possible qu'elle ait dit ça. Ça doit être sorti de son contexte, ou alors, je ne sais pas. Mais non, oui, elle l'a dit, et d'ailleurs répété. C'est surréaliste. Je veux dire, ce sont des propos qui sont des propos d'un autre temps. Enfin, la France, c'est aussi la Martinique, c'est aussi la Guadeloupe, c'est aussi la Guyane. Les personnes, moi, j'ai beaucoup défendu la question des harkis. Mais les harkis, ils sont plus français qu'un grand nombre de Français. Ils sont plus français, ils ont défendu toutes les valeurs de la France, ils ont risqué leur vie pour la France. C'est résumer, parler de race blanche aujourd'hui, je ne savais pas que c'était encore possible dans les médias. Et c'est votre allié? Enfin, elle fait partie non, des c'est pas mon allié, non. Elle fait Non, partie des je suis alliée avec Républicains. Valérie Pécresse, Mais elle représente qui quand ne même, représente en rien ce courant de pensée. Mais En Nadine rien. Morano représente quand même une ligne un peu droitière des Républicains, avec Laurent Wauquiez, avec Christian Estrosi. Ça pose un peu la question à l'avenir, est-ce que l'UDI va rester aux côtés des Républicains? Nadine Morano représente Nadine Morano, je crois. Pour l'essentiel, je ne suis pas sûre qu'ils réussissent totalement à contrôler les sorties de Nadine. Républicains. Oui, il y a une ligne droitière qui n'est pas la nôtre. Non, il y a une ligne droitière qui est effectivement pas la nôtre. Ils n'ont pas... après, oui, ils n'ont pas franchi effectivement le cap du Front National. Donc, ce n'est pas la nôtre. Est-ce qu'on restera à l'avenir? On a eu beaucoup de débats internes sur une alliance avec, par exemple, Laurent Wauquiez, ça c'est clair. Moi, j'aurais vraiment eu, je ne pense pas que j'aurais été capable de faire alliance avec Laurent Wauquiez parce que j'aurais eu le sentiment de beaucoup me trahir. L'UDI est Et allée oui, avec... mais bon, voilà, après ce sont des choix. Mais moi, en tant que tête de liste, Est-ce que ces alliances ne découlent pas au fond de l'incapacité des forces centristes à s'unir, à se regrouper? Et est-ce que François Bayrou, comment réagit votre électorat? Est-ce que François Bayrou n'est pas finalement le premier handicap à la réunion des centres? Nos militants sont très indépendantistes, très clairement. J'ai fait campagne depuis le mois de février. On a fait 14 conventions pour faire le projet. Donc on a débattu. On a vu plus de 1000 personnes. Je peux vous dire qu'ils sont vraiment très indépendantistes. Ça, c'est le premier sujet. Deuxièmement, nous, on aurait aimé effectivement porter une union des centres. Pas une union dans l'opposition avec les Républicains. On a toujours dit que c'était naturel, que ce sont nos alliés naturels. Mais on aurait aimé affirmer effectivement nos positions. Le MoDem ne l'a pas voulu. Quand on leur a tendu la main en région Île-de-France, ils nous ont dit non. Ils sont allés négocier directement avec les Républicains. Donc c'est eux qui n'ont pas voulu qu'il y ait un centre... qui est responsable de la désunion des centres aujourd'hui. En tout cas, en Île-de-France, ils nous ont fermé la porte, très clairement. Donc ça, c'est de l'histoire passée. Maintenant, c'est terminé. Ils ont fait leur choix. C'est à eux qu'il faut poser la question finalement pour savoir pourquoi ils n'ont pas voulu. Je ne suis pas capable de vous répondre aujourd'hui. Maintenant, on est dans l'alliance avec Valérie. Et je vous dis, ça me va très bien parce que de toute façon, avec Valérie, on a beaucoup de points communs et c'est une personne qu'humainement j'apprécie. D'ailleurs, en cas de victoire, qu'est-ce que ça donnerait une région de droite? Qu'est-ce que ça donnerait une région de droite? Déjà, ça... oui. C'est quoi une région de droite? Déjà, c'est une région vraiment bien gérée où on se centre sur les priorités et les compétences principales de la région, à savoir les lycées. On a un problème énorme de retard dans les lycées aujourd'hui, à peu près dans tous les départements. Donc l'investissement dans les lycées, que les chantiers soient réalisés à temps, que... Non, juste des lycées qui soient construits. Voilà, juste des lycées qui soient construits. Et pas après, parfois, 10 ans de retard. Juste ça.
Aujourd'hui, on a par exemple dans les Hauts-de-Seine, on a entre 800 et 1000 lycéens qui ne sont pas accueillis correctement. C'est énorme. Enfin, juste ça, vous pouvez demander, je ne sais pas si vous avez des internautes qui sont des lycéens ou des familles de lycéens, on a un retard énorme. Ça, c'est le premier point. Juste ça. C'est quand même pas compliqué, mais juste ça. Ensuite, il y a eu énormément de propositions qui ont été faites par Valérie. Alors, des propositions qui ont fait beaucoup réagir pour que le code puisse être passé gratuitement dans les lycées et que ce soit financé par la vente de plaques d'immatriculation personnalisées. C'est possible, d'autres pays le font. Donc ça, c'est une des propositions. Évidemment, l'ouverture des infrastructures, des lycées à toutes les associations pour la pratique sportive. Évidemment, pour les décrocheurs, la mise en place de ce qu'on appelle les micro-lycées, des structures plus petites qui permettent de vraiment avoir un accueil personnalisé, et les lycées de la deuxième chance. La relance des internats d'excellence, la relance des bourses au mérite, parce que quand même, quand vous êtes un gamin ou une gamine qui vient d'un quartier difficile, que vous bossez, que vous avez des bons résultats, c'est un peu normal que la région vous aide. Voilà, elle a eu des propositions extrêmement concrètes sur ce sujet. Dans le domaine des transports, c'est faire en sorte qu'on ait 700 rames qui soient rénovées. C'est quand même fou. Vous pensez qu'à l'échelle de la région, le Grand Paris n'a pas été pensé par la région. Le Grand Paris a été pensé par l'État. Vous parlez beaucoup de dépenses et on ne voit pas trop où sont les recettes en face. Parce que ce que vous venez d'énumérer, la lycée et transport, c'est un coût faramineux. Ça a un coût important. On a des problèmes de gestion interne. On a des problèmes d'arbitrage à faire aujourd'hui entre investissement et dépenses. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, on verse plus de 500 millions d'euros à des associations. Okay. Pour un résultat qu'on ne mesure pas très bien. Donc ça, déjà, ça doit être passé au crible. Ensuite, vous avez une région dont le siège se situe au cœur de Paris, dans le 7e arrondissement. Ça, c'est une des propositions de Valérie, de déménager la région, d'aller dans des lieux moins chers, notamment en banlieue, et de réduire le train de vie de la région. Ensuite, vous avez... Les investissements, réduire les subventions, les dépenses aux associations, ça veut dire que demain, une association culturelle, de théâtre, va être purement... Alors, si vous parlez de la culture, Valérie a quand même proposé de doubler le budget, par contre, sur la culture. Quel type d'association, par exemple, pourrait voir ce budget diminuer? Revenons un peu aux fondamentaux. Dans la répartition des compétences entre des collectivités, les régions sont faites pour investir. C'est leur mission première, puisque leur mission première, c'est effectivement les lycées, les transports, l'environnement. L'environnement, grand oublié aussi de la région, ça représente 2,5% de son budget. Il y a peu mieux faire. Et tandis que les dépenses de fonctionnement, d'aide à des associations, que ce soit des associations sociales ou des associations dans d'autres domaines, ça relève des communes et des départements. Voilà. Donc dans la répartition des compétences, il y a un caractère très électoraliste, on ne va pas se voiler la face, dans la manière dont sont distribuées les subventions aujourd'hui à la région. Alors ce sera le mot de la fin, puisque l'émission touche à sa fin. Je suis désolée. Merci Madame Joanneau d'être venue sur notre plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et d'ici là, restez connectés.